Je vois maintenant. OK. Tu m'entends, Zacharia? Attends, on va couper là pour essayer de parler Avec directement sur. voilà, je vais couper le téléphone. Voilà. Ok, ça marche. Tu m'entends? Allô? Oui, je Oui, t'entends. C'est pas par contre si toi tu m'entends ou pas. je t'entends très bien maintenant, hein. Allez, c'est parfait alors. C'est Alors, parfait. je t'entends très bien, donc j'autorise et où? Il y Ouais. a quelqu'un, et oui, je ne sais pas, c'est ton ami, tu le connais? Oui, peut-être. Ça doit être. Il a mis en fait ou On est elle. à 15h59, voilà, donc il y aura peut-être quelqu'un d'autre qui va. Alors, je veux enregistrer, voilà. Alors, c'est déjà, je pense qu'il y a déjà l'enregistrement en cours. Donc, on peut D'accord. commencer. Voilà, d'accord. Donc, on est aujourd'hui le 16 janvier 2026. La première activité visée, donc, cette rencontre importante organisée par l'Académie internationale Léopold Sédar Senghor. Donc, le titre, comme vous le voyez effectivement, nous avons une personnalité littéraire. Il est sénégalais, Zakaria Sall, professeur des humanités à Mayotte, poète, écrivain. Donc, bienvenue, Monsieur Sall, à cette première rencontre de l'Académie internationale Léopold Sédar Senghor. Bon, écoute, merci cher déjà pour l'invitation et cette belle initiative que vous avez en fait pris. Et j'ose espérer que les discussions vont être hyper enrichissantes. Voilà. Voilà. Alors, veuillez justement, parce que comme tout début de notre rencontre, j'aimerais d'abord lire ce texte important. C'est un texte en général pour la francophonie. La francophonie n'est pas seulement une langue, mais un lien qui unit les peuples différents avec des histoires et des traditions uniques dans un dialogue continu. La francophonie, elle est au fait le pont qui traverse les frontières géographiques, culturelles et sociales, permettant à chaque voix d'être entendue et respectée. Et dans un monde de plus en plus interconnecté, la francophonie représente une opportunité de partage, de croissance réciproque et de défense de la diversité culturelle. Elle nous invite à réfléchir sur notre place dans un contexte global, à renouveler notre engagement pour la solidarité et l'inclusion. Elle n'est pas seulement un héritage historique, mais un présent vivant et un avenir à construire ensemble. De grands penseurs comme Léopold Sédar Senghor, Senghor qui porte le nom de notre académie, ont rêvé d'une francophonie des peuples, une francophonie qui ne soit pas seulement linguistique, mais culturelle, sociale et surtout humaine. Et ce rêve est devenu un engagement qui nous appelle tous, aujourd'hui plus que jamais, à suivre le chemin de la solidarité, de la rencontre et de la compréhension mutuelle. Les rencontres que nous vivons aujourd'hui, même virtuelles, s'inscrivent justement dans cette direction, comme on le sait et que c'est normal, main dans la main, en tant que communauté mondiale, pour avancer ensemble et favoriser le dialogue entre les peuples. Aujourd'hui, plus que jamais, la francophonie est un appel à la solidarité, à la responsabilité, un appel à la paix et surtout, je dirais bien, à l'union des peuples, une richesse que nous devons préserver et transmettre aux générations futures. Dans chaque rencontre, dans chaque échange, il y a la possibilité de construire des ponts, d'abattre les murs et de redécouvrir la richesse d'un monde qui parle plusieurs langues, mais qui rêve d'une même harmonie. Et voilà un texte, comme vous savez, nous devons lire chaque rencontre parce que c'est important pour nous. Donc, chaque jour que Dieu fait, euh, et dans la rencontre d'aujourd'hui, voilà la première que nous avons, notre ami et Zacharias.
Oui, merci en tout cas pour la lecture de ce beau texte. Ça en dit long sur la question de la francophonie et ça permet aussi de déconstruire tout un ensemble d'éléments qui vont dans le sens de comprendre aujourd'hui la francophonie comme étant un système qui domine justement les peuples qui parlent, qui ont en partage la langue française, alors que oui, les dynamiques ont changé, il faut le dire aujourd'hui. La jeunesse africaine du 21e siècle n'est pas la jeunesse africaine des siècles passés. Et évidemment, le rapport avec la langue française, ce n'est plus un rapport de domination ni un rapport de complexe, mais c'est un rapport effectivement d'échange à la fois culturel, intellectuel et je dirais même en fait humain. Et à partir de là, on peut dire justement que ce texte rend bien compte de ces réalités. Voilà, et je Voilà. suis entièrement d'accord avec toi, Zacharia. Et voilà, je vais te remettre le micro, comme on dit. Voilà, le thème d'aujourd'hui, discussion autour de la poésie de Zacharia Sall, entre l'exil et les ailleurs. Alors, c'est pas une coïncidence, mais on le sait bien, Zacharia est sénégalais. Il est entre plusieurs ethnies, justement. Zacharia aussi ne vit pas à Paris ni à Montpellier, même s'il était résident à Montpellier. Aujourd'hui, il est à Mayotte. Et qui dit Mayotte, justement, parle de l'exil et de l'errance. Et je crois bien que ce sont deux thèmes importants et que Zacharia, tu as la parole, effectivement, pour nous présenter ta relation. D'accord, merci. En fait, je vais commencer par parler même de ma poésie qui rend un peu compte de ma vie personnelle, mais aussi, en fait, je dirais, de la vie de tous ceux qui sont exilés. Et la plupart du temps, on me pose la question à savoir, pour moi, ce que renferme cette notion d'exil. Pourquoi, effectivement, dans ma poésie, je fais souvent référence à l'exil, à la question des frontières et aux ailleurs. Et je réponds toujours parce que j'ai l'ultime conviction, et cette foi en l'homme qui consiste à dire que nous sommes échanges, nous sommes effectivement débordement des ailleurs et des frontières. Et pourquoi l'exil? Parce que de mon point de vue, pour ma part, je dirais que nous serons toujours des exilés parce que tant que l'homme continuera à rêver, il sera exilé. Parce que l'exil en tant que tel, je ne le conçois pas personnellement comme une notion juridique parce que je sais que évidemment la plupart des hommes et des femmes, quand on parle d'exil, ils voient devant eux des textes juridiques qui considèrent l'exil comme une sorte de sanction par des autorités qui sont là et qui voudraient tout simplement soit censurer des écrivains, des intellectuels ou tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Et justement, je parlerai de l'exemple ou illustrer mes propos par la vie de Victor Hugo et même de certains, je dirais en fait, résistants africains qui ont été exilés par les forces coloniales qui étaient implantées en nous, mais chez nous plutôt. Mais quand je parle, moi, d'exil dans mes livres, je conçois d'abord cette notion comme une relation intime de soi en soi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans mes écrits, je me dis que l'homme est toujours exilé parce que l'homme rêve toujours. Et à chaque fois qu'il rêve, il rêve de ce qu'il n'a pas. Et à partir de ce moment, à partir du moment où il s'arrache pour aller chercher cette illusion ou cet idéal qu'il aimerait faire réalité, il devient un exilé. Et donc, c'est pas forcément une migration vers un ailleurs géographique, mais ça peut être également une migration vers un ailleurs intérieur. Voilà. Tout à fait. Et ça, c'est surtout une considération pertinente. Comme tu le sais, hein, d'ailleurs, il y a un grand écrivain, je ne me rappelle plus son nom, qui disait même que la négritude, par exemple, comme mouvement littéraire, est fille de l'exil. Absolument. Absolument. La Tu as une négritude, oui. pensée Et d'ailleurs, là-dessus? vas-y, vas-y. Mhm. Allô? Voilà, je Oui, disais en oui, fait, oui. oui, la question de la négritude comme fille de l'exil, on ne peut pas le nier. Justement,
Premièrement, parce qu'en fait, l'ensemble des auteurs qui ont des penseurs, des hommes qui ont porté en fait l'âme de la négritude, ont connu l'exil, à savoir Damas, Aimé Césaire, comment dirais-je, Senghor, et chacun à sa façon. Pour ceux qui étaient dans les Antilles, ils ont connu effectivement un double exil. D'abord l'exil sur le plan du déracinement, mais aussi l'exil sur le plan effectivement du refus de leur identité par la communauté qui les avait accueillis pour leur donner effectivement cette illusion qu'ils faisaient partie de comment dirais-je, de cette fraternité noblement inscrite, je dirais en fait, sur la devise française qui est la fraternité. Donc, d'ailleurs, François Fanon nous en parle beaucoup. Il a toujours cru effectivement à cette fraternité hein, qui figure justement dans le cadre de la devise française, mais c'est la façon dont on l'applique en France qui pose problème, parce qu'il y a une sorte d'exclusion. Et je reviendrai aussi peut-être sur même l'actualité de la négritude aujourd'hui parce qu'on nous parle souvent de est-ce que la négritude est toujours actuelle ou pas. Mhm, Oui, de mon point de vue, je dirais qu'on ne va pas parler d'actualité de la négritude, mais d'actualité de certains combats menés par la négritude. Voilà, parce que la négritude, au final, on va se rendre compte qu'il y a pas mal de mouvements aujourd'hui même qui contredisent la négritude, et ce depuis les années 80. Et je fais référence justement à la question de l'Antiquité, je fais référence à la question justement du post-colonialisme, et tous ces mhm. mouvements ont en commun, bien sûr, ou la créolité même, tous ces mouvements ont en commun de définir une certaine identité pour l'homme noir. Mais on va se rendre compte que l'identité que brandissaient les auteurs de la négritude était plus ou moins une identité rêvée, idéalisée, fixe, qui était considérée plutôt comme pure, alors que l'identité en tant que telle, je le dis souvent, et je parle sous le contrôle de l'enseignant des humanités que je suis, est une notion fluctuante, une notion effectivement qui n'est pas fixe, mais qui est mouvement en Mhm. fait. Et à partir de ce moment, on peut dire que c'est la conception que les auteurs de la négritude peut-être avaient de la négritude qui est dépassée. Mais les combats de ce courants sont toujours d'actualité, à savoir la question du racisme. Aujourd'hui, plus que jamais, en France, oui, il y a un racisme systémique qui est là. En Italie, c'est pareil, il y a un racisme systémique qui est là. Aux Mhm. États-Unis, on voit effectivement l'ensemble des vices que peuvent justement causer en fait la question du racisme systémique. Et donc, les mots que combattaient justement la négritude ou les auteurs de la négritude sont toujours d'actualité. Le colonialisme, c'est pas pour rien aujourd'hui à tout bout de champ, on entend la jeunesse africaine ou même des Amériques en fait du Sud crier un peu partout contre le colonialisme, contre le système impérialiste. Donc évidemment, c'est des choses qui existent toujours. Et donc sur ce plan, peut-être que je dirais effectivement le point fort de la négritude a été de soulever en fait des questions qui ont traversé plus ou moins tous les siècles. C'est un débat très intéressant, Zacharia, parce qu'au fait, comme on le sait bien, c'est vrai que Aimé Césaire, c'est lui-même qui a inventé le mot d'écriture. Senghor, c'est le plus grand théoricien de ce mouvement pour avoir écrit beaucoup de choses, beaucoup d'essais sur le thème de la négritude. Et c'est un thème intéressant dans la mesure où peut-être là, on pourrait mettre en lumière ce thème de créolité. Vu que tu vis dans les îles, on parle de Ouais. l'errance, de l'exil. Et à la page, en fait, c'est un livre bilingue parce que c'est français-italien, mais je vais lire ce passage important en langue française naturellement, surtout pour appuyer cette thèse que c'est Césaire lui-même, dans Cahiers d'un retour au pays natal, qui a ouvert la porte à la créolité. Et qu'est-ce qu'il dit Césaire? Nous n'avons jamais été Amazone du roi du Dahomey, ni prince de Ghana, avec 800 chameaux, ni docteur à Tombouctou, Askia, le grand est un roi, ni architecte de Djenné, ni Madi, ni guerrier. Nous ne nous sentons pas sous l'aisselle la démangeaison de ceux qui terrent jadis la lance. Et puisque j'ai juré de ne rien sceller de notre histoire, moi qui n'admire rien tant que le mouton brouton son ombre d'après-midi,
je veux avouer que nous fûmes de tout temps d'assez piètres laveurs de vaisselle, des cireurs de chaussures sans envergure. Mettons les choses au mieux, d'assez consciencieux sorciers et le seul indiscutable record que nous ayons battu est celui d'endurance à la chicotte. Pourquoi j'ai lu, pourquoi j'ai lu ce passage important d'Aimé Césaire dans le cahier de retour au pays natal? Parce qu'au fait, c'est Césaire en que noir, parce qu'il est noir, et il parlait avec son peuple. Euh, 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 et je crois il aurait aussi raison. L'histoire de la Martinique, l'histoire des îles, même s'ils sont noirs, ils n'ont pas une littérature. Et c'est une littérature à construire à travers l'exil. Parce que ces rois du Dahomey, ces rois de Tombouctou ne les représentent pas du tout. Et Glissant, dans l'éloge de la créolité, il le disait. Parce que Glissant, il considère d'abord la négritude comme très logique. C'est Ouais, pas un tout à mouvement fait. antagoniste en fait à la négritude. Hein. Et là, c'est important. C'est important. Et ça me ferait plaisir, Zacharia, vu que ton expérience au niveau de ce île qu'on appelle Mayotte, et tu y vis en tant qu'Africain sénégalais, mais pas en tant que, justement, euh, un habitant, c'est-à-dire un citoyen de ce territoire. Ils perçoivent réellement le concept de négritude et comment ils ont vécu l'errance et l'exil. Voilà, en fait, on va dire déjà, je vais revenir un peu sur le contexte d'abord, sur le contexte Mhm. effectivement de la créolité et de l'antiquité, qui est d'ailleurs en fait le concept qu'a beaucoup défendu Édouard Glissant, dont tu viens de nous parler. Et le concept de créolité, c'est plutôt en fait Patrick Chamoiseau qui a eu à déblatérer pas mal de lumière en parlant de cette théorie. La négritude, oui, tantôt dans ton intervention, tu as pu souligner que c'est Aimé Césaire qui a ouvert les portes. Évidemment, Aimé Césaire, Senghor, ils nous ont ouvert les portes, mais malheureusement, il n'a jamais effectivement théorisé la question de l'antiquité comme la question justement de la créolité. Et donc, la créolité, d'abord, c'est une théorie en fait que Chamoiseau, Patrick, a eu à développer pour nous montrer qu'en réalité, il y a une spécificité que l'on trouve dans les Antilles. Et cette spécificité renvoie effectivement à la question de la langue. Et c'est pas difficile de le dire. Moi, j'ai souvent l'habitude, pour moi, de dire que lorsqu'on parle de culture, lorsqu'on nous parle effectivement d'identité, le premier élément qui définirait l'identité d'un homme, d'une femme, c'est la question de la langue. La question de la langue. Parce qu'une langue, c'est tout un univers. Une langue, c'est déjà en fait le lien qui nous lie à nos ancêtres, il faut le dire. D'habitude, je dis, ah mais moi j'ai l'impression à chaque fois que je dis yai, c'est pas en Wolof, c'est pas la même chose quand je dis effectivement maman. Parce qu'en fait, il y a, je peux le dire, à plusieurs personnes, à plusieurs femmes au Sénégal, à savoir effectivement à ma mère et aux sœurs de ma mère et même aux tantes en fait qui font figure de maman. Et donc, on va se rendre compte que c'est une notion qui est chargée effectivement de symboles. Alors que maman, en fait, dans les langues, par exemple, occidentales, je dirais effectivement en français, maman, on peut pas brandir cette notion pour une personne qui n'est pas notre mère biologique ou qui ne nous a pas du tout, en fait, adoptés. Et finalement, on a un élément de langue qui est là et qui définit tout un univers. Et voilà le constat que les penseurs de la créolité et les penseurs justement de l'Antiquité ont eu à faire pour dire à Senghor, pour dire effectivement à Aimé Césaire et aux autres, le problème c'est que le problème de la négritude ne prend pas en compte les réalités des Antilles parce qu'il y a une spécificité
et qui n'est pas effectivement brandi dans le cadre de la négritude. Et finalement, ils ont pu effectivement compléter, je dirais, pas contredire de façon drastique ou radicale, mais compléter les théories de la négritude. Et c'est pourquoi je dis, moi, de mon point de vue, je ne vois pas une contradiction entre justement la négritude et la créolité, l'antillité, mais c'est une sorte de continuité. Évidemment, ils vont me dire souvent la négritude, c'est les auteurs qui cherchent une identité pure, mais on sait que Senghor, dans la suite effectivement de sa logique de philosophe, il a pu en fait remodeler la théorie de la négritude, la compléter et ensuite la rendre beaucoup plus ouverte. Ça, c'est une certitude. Et donc, Ça moi, je c'est prends vrai. en compte voilà, je prends en compte les dernières théories de Senghor pour parler effectivement de complémentarité. Et pour revenir maintenant à la situation de Mayotte. Est-ce que effectivement les Maoris, de façon générale, se Mhm, soucient de la négritude? Ben, je dirais non, parce que pour plusieurs raisons en fait, plusieurs raisons, parce que voilà, c'est un peuple aujourd'hui qui est tout à fait, comment dirais-je, mhm, autonome, qui ont fait un choix identitaire. Et le choix identitaire qu'ils ont fait, c'est d'appartenir à la France. On est d'accord. Et vous allez mhm, vous rendre compte mhm, aujourd'hui encore qu'on a pas mal de, comment dirais-je, de divergences, de controverses sur l'appartenance même à un territoire de Mayotte, parce que les Comores continuent à réclamer Mayotte. Et les Comoriens, évidemment, ils sont au courant de la négritude. C'est des, comment dirais-je, un peuple qui se réclame même de la négritude, mais les Mahorais, ils se réclament plus effectivement gaulois aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le sang, comment dirais-je, euh, unième département français. Et finalement, mhm. c'est un peuple qui ne porte pas les théories de la négritude comme étant justement un pendant à leur identité. Alors, je vais rester sur ce thème parce que c'est un thème très intéressant. Si Édouard Glissant a en fait pris les devants en défendant justement Aimé Césaire, celui qui nous a ouvert la porte de la créolité. Mais on sait que effectivement chaque mouvement littéraire devrait être jugé par rapport à son contexte historique. Parce que, bon, c'est l'unique mouvement littéraire, comme on le sait bien. Hein, c'est l'unique mouvement littéraire que l'Afrique francophone a inauguré dans son histoire littéraire. Et je pense que c'est important sur ce point de vue. Mais n'oublions pas que Césaire ce double exil parce que quand il a abandonné la Martinique pour aller vivre en France, continuer ses études, en rencontrant Pompidou, Senghor, Damas, etc., il décida justement de retourner chez lui. Et quand il disait dans le cahier de retour au pays natal, partir où je dois retourner et défendre mon peuple, et que quand je parle, c'est pour vous que je parlerai, ma bouche sera la bouche des malheurs de bouche, etc. Et le texte que je viens de lire, ça ne semble pas, Zacharia, que ça puisse être un paradoxe du fait que d'un côté, il a traite de n'importe quoi aux Français, au colonialisme, et de l'autre côté, se sentant comme un nègre qui ne peut pas justement se retrouver pour dire qu'ils étaient mes rois. Askia Voilà. Mohamed n'était pas mon roi, les Dahomey Benigni n'était pas mon. Parce qu'en fait, c'est une contradictoire. Peut-être, hein, je dis contradictoire. Je ne le dis pas, mais c'est Édouard Glissant lui-même qui, effectivement, a dit de Césaire, c'est lui qui nous a ouvert la porte de la créolité à travers le cahier de retour au pays natal. Mais tout à fait. Semble, En fait, à ce niveau, effectivement, une contradiction. moi, je dirais pas une contradiction parce que justement, Césaire, en fait, il faut comprendre que les habitants des Antilles, c'est les descendants des anciens esclaves qui avaient en fait perdu tout honneur, toute dignité, encore moins en fait une considération de leur moi. Et donc, dans le cheminement effectivement d'une quête intellectuelle, d'une quête en fait de dignité identitaire, évidemment, on passe par plusieurs chemins. Et Aimé Césaire, dans sa quête, il a pu effectivement rencontrer comment dirais-je,
des réalités qu'il pensait solides, mais après il s'est rendu compte que ce ne sont pas des réalités qui déterminent effectivement son individualité et je dirais même son ipséité, un terme qu'utilisent effectivement les philosophes. Et évidemment, et dans cette quête-là, il a pu effectivement remettre encore en cause tout le temps ses acquis. Et par contre, pas mal d'intellectuels, hein, surtout en fait les détracteurs de la négritude, voient en Aimé Césaire une personne, un intellectuel qui se contredit souvent. Alors que non, lui, tout ce qu'il dit, effectivement, il est en quête de son identité propre. Et au début, évidemment, dans les années 30, parce que la négritude, c'est dans les années 1930, il a rencontré les Senghor, David Diop, les Birago Diop, et pas mal, effectivement, de ressortissants des pays africains qui n'ont jamais perdu leur africanité. Et finalement, en regardant comment dirais-je, ces hommes et ces femmes, il s'est rendu compte que en France, c'était effectivement la communauté qui l'accueillait plus. Parce que dans les années 30, évidemment, on avait un racisme complètement décomplexé, Mhm. complètement décomplexé. Et donc, finalement, il s'est rapproché de ces hommes. Et d'ailleurs, c'est ce qui a pu pousser même, en fait, Alioune Diop à fonder effectivement la présence africaine qui était au début hein, tout simplement hein, un cercle d'intellectuels noirs qui discutaient de tout et de rien. Et voilà, là où, par où il est passé. Et donc, quand on y voit une contradiction, c'est parce que tout simplement, on n'arrive pas à voir tout le cheminement que l'homme a eu à faire. Mais c'est un cheminement. Et dans un cheminement, évidemment, il y a des éléments qui se contredisent. D'ailleurs, je le dis, l'homme en tant que tel est une contradiction formelle et une contradiction intellectuelle. Voilà, là, je vais y rester encore sur ce point parce que c'est un point qui m'est très cher vraiment. Parce qu'en fait, on sait que aussi René Depestre, qui vient de cette zone, avait aussi critiqué dans sa position un peu subtile parce qu'en fait, avant, il avait un peu chanté la négritude et après, il a reformulé sa pensée, la négritude est morte. Et là, on est toujours devant, en fait, parce que, comme tu l'as dit dans ton intervention, dans ta relation, justement, la négritude n'était pas au point de répondre aux exigences sociales, et tout à fait Tout à fait. rationnel, je dirais même. Mais de l'autre côté, comme je dis, il faut qu'on juge la négritude par rapport à son contexte. Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans l'histoire et pourquoi ils se sont réveillés, ces jeunes, tout petits jeunes, très jeunes, je dirais même étudiants, qui étaient à Paris, Paris qui était l'épicentre de cette pensée de la négritude. Et d'ailleurs, c'était même une idée qu'ils ont prise des Afro-Américains parce que c'était pas au fait leurs idées parce qu'il y Tout à avait fait. déjà un déroulement de cette idée chez les Afro-Américains. Et c'est intéressant Tout à sur fait. ce point de vue parce qu'il y a toujours la question de l'exil qui se pose avec ces Afro-Américains dus à l'esclavage. Et de l'autre côté, Ouais. l'errance, voilà. Euh, 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 tu peux, en tant que poète, parce que tu t'inspires réellement de ces poètes. Moi, je dirais oui et non, en fait. Oui et non, pourquoi? Parce que, évidemment, sur le plan foncier, en fait, sur le fond de ma poésie, je n'ai rien à apprendre de Senghor ou de Césaire, ou parce que la poésie, moi, je la conçois tout simplement comme le déploiement de notre intimité. Et donc, je ne peux pas épouser l'intimité de Senghor ou l'intimité de Césaire. Et sur ce plan, non, c'est des auteurs que, sur le fond, effectivement, de leur poésie, je ne sais pas de les imiter. J'écris toujours en partant de ce que je vis personnellement. Et j'ai une formule souvent que je déblatère, que je sors à, comment dirais-je, tout bout de champ pour dire effectivement que le poème n'est jamais loin de l'homme. Il suffit de se regarder pour voir pondre en fait un poème ou de la poésie. Cependant, sur le plan formel, évidemment que je m'inspire de tous les grands poètes. Je ne parle pas que de Senghor, de Césaire, de Despestre. Pour moi, en fait, ce sont des maîtres en poésie que nous avons là. Et évidemment, moi, je dis souvent, effectivement, aux jeunes poètes sénégalais avec qui je parle, c'est-à-dire les poètes de ma génération, les Farah Ndiaye, les Mohamed Seck, Mhm. Chombiano, Elas Thioye, et même ici, hein, les poètes comme Nour Kadour, Victor Malzac, je leur dis, écoutez, en fait, ma poésie, personnellement, la poésie, pour moi, c'est une quête, en fait,
de connaissances, mais seulement sur le plan formel. On ne peut pas faire de la poésie tout en disant à un moment donné, on va se fonder uniquement et strictement sur notre moi. Ça ne marche pas comme ça, parce qu'il y a en fait une connaissance normée qui est là et qui doit être usée à bon escient. Et évidemment, quand je fais de la prose poétique, je lis d'abord tous les poètes qui font de la prose pour voir effectivement quelle est la spécificité, la particularité de leur poésie pour ne pas reproduire la même chose. Et Senghor, c'est un poète qui m'inspire énormément. Césaire, sur le plan justement de, comment dirais-je, de la violence qui ne choque pas, mais qui séduit, évidemment, je m'inspire beaucoup de Césaire, d'Épestre, Laïcian, sincèrement, Parce de que mon point de tu as vue. le style, tu as le style de Césaire. D'ailleurs, moi, j'ai devant moi, en fait, ton recueil de poèmes, le recueil qui a remporté le prix Poème des temps illettrés, prix de la découverte poétique Simone de Carrefour 2022. Hein. Zacharia Sall, et je dois le rappeler, il est récipiendaire de ce prix, il est récipiendaire aussi du prix international Léopold Sédar Senghor, il est membre de notre académie enseignant à Mayotte le style césarien. Donc, me voici perdu dans un ciel d'incertitude, ô ma gazelle, ô sagesse des révoltes fidèles à mon foi. Me voici dans ton lit comme une mauvaise couette en plein hiver, incapable de consoler ton corps injurié, incapable de lutter tes luttes au milieu des loups affamés, incapable de pleurer les pleurs, tes pleurs sur mon visage sec, mais me voici, héritier de ta rage et de ta honte partout. Une blessure d'homme dans mon cœur d'amoureux, un malaise de poète dans un monde de sadique, et me voici, triste comme toi, morose aujourd'hui, et rappel et réminiscence. Car à ta naissance, déjà l'injustice étiquetée à ta peau, à tes cheveux, à tes 20 ans, des cicatrices sur ton regard et dans ton âme, et le sang de tes frères sur ta peau, bave d'iniquité. Ô ma gazelle, sagesse des révoltes fidèles à mon foi, les insultes, une essence de tes épreuves, les étiquettes, les clichés sur ton existence. Ô ma gazelle, quel combat, lequel alors pour notre progéniture, quel monde, quelle société pour l'enfance, mur de nos futurs enfants. Que de douce les fleuves de nos peurs, que d'incertitude les ciels de Dieu. Et à travers cette lecture, et c'est magnifique, ça se voit que le style est aussi, peut-être, hein, je ne sais pas, tu peux le confirmer, tu t'inspires de Césaire. Je dirais pas le contraire, c'est ce que j'ai dit. Moi, personnellement, je m'inspire de tous les grands écrivains parce que justement, je fais partie de ces écrivains qui pensent, comme le disait en fait le grand théoricien du degré zéro de la littérature, que toute littérature n'est que palimpseste. Toute littérature n'est que palimpseste. Et pour justement parler de palimpseste, il va d'abord falloir lire les grands. Et donc, je trouve, hein, et je pense que c'est le chemin le plus louable pour un écrivain. Un écrivain, c'est un homme qui lit plus qu'il n'écrit. Et donc, moi, je m'inscris dans ce cadre. Césaire, je ne vais pas dire le contraire, c'est un poète qui m'inspire énormément, comme tant d'autres poètes de la Chine ou aux États-Unis Mhm, des poètes africains comme Martial Silla, comme justement le grand détracteur de Senghor, de son vivant, Tchikaya Outamsi. Et donc, voilà quoi. Tati Lutar, c'est des auteurs, moi, c'est des poètes qui m'inspirent. Birago Diop, David Diop, euh, voilà, Amidouba au Sénégal, pas mal de grands poètes qui ont eu à montrer effectivement que la poésie, sur le plan formel en tout cas, elle est exigence. Et moi, en fait, je vais dans leurs œuvres pour retrouver cette exigence formelle. il nous reste 4 minutes. Sur ces 4 minutes, je souhaiterais justement, parce que je ne crois pas que le texte que j'avais lu tout au début, et pour reprendre ces thèmes, cette rencontre a été insérée dans la rubrique que nous avons appelée la francophonie des peuples. La francophonie n'appartient pas seulement à la France. Il y a des Togolais, il y a des Canadiens, des Suisses. On a
tous les peuples francophones du monde. Il faut remettre, donc donner à César ce qui appartient à César. Et Senghor a beaucoup fait pour la francophonie. Notre devoir, justement, c'est de repenser une nouvelle donne, une nouvelle francophonie, une francophonie moderne qui pourrait faire embrasser toutes les cultures et le dialogue des cultures, c'est important. Pas l'ingérence politique, nous avons besoin d'une francophonie culturelle, d'une francophonie pour les peuples. Voilà pourquoi j'ai initié ces rencontres pour donner la parole surtout aux écrivains, pour donner la parole aux poètes. Et je te remercie justement d'avoir participé à cette première rencontre du mois de janvier 2026. Et le cycle des rencontres va continuer justement. Et c'est une bonne manière aussi de dire, surtout aux jeunes, d'écrire, hein, d'écrire, parce que nous avons beaucoup de choses à raconter, nous avons beaucoup de choses à se dire, et ça, c'est important. Aujourd'hui, je crois, pourquoi pas, un poète sénégalais, un poète africain digne de son nom, voilà, Zakaria Sall, qu'est-ce que tu as à dire sur un regard général sur la poésie dans le monde, hein? Donc, ton avis, hein, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que la poésie, c'est pas un genre littéraire aussi simple que ça, on le sait. Le roman, Tout à peut-être, fait. les gens se les lisent beaucoup. La poésie, c'est très difficile parce qu'il te faut une bonne connaissance de la rhétorique, des figures stylistiques, etc., etc. Quel est ton conseil et quelle est ta philosophie sur l'état actuel de la poésie? Moi, sur l'état actuel, je vais commencer sur l'état actuel de la poésie. Je trouve que c'est un genre qui se porte hyper bien. Et je m'explique, parce que j'entends évidemment beaucoup de soi-disant spécialistes crier un peu partout que la poésie va hyper mal aujourd'hui, dans la mesure où on a pas mal, en fait, de poètes. Et je réponds souvent que n'oublions pas que la poésie, en fait, c'est un genre intime. C'est un genre intime. Et refuser effectivement cet art aux poètes que l'on juge minables serait justement le refuser effectivement leur intimité. Et moi, sur le plan philosophique, je dis souvent, il y a pas mal de vices, de, de choses qui ne sont pas forcément louables, qui font partie de la vie. La nullité fait partie de la vie. L'imbécilité fait partie de la vie. L'excellence fait partie de la vie. Donc, au nom de quoi on devrait refuser effectivement ces poètes que nous disons justement nuls parce qu'ils ne décrivent pas une poésie qui irait dans le sens de nous satisfaire. Évidemment, ça c'est sur le plan philosophique. Par contre, quand l'artiste parle, parce que voilà, je porte plusieurs casquettes, quand l'artiste parle, je dis aux poètes, soyez exigeants quand vous écrivez de la poésie. Et cette exigence, aujourd'hui, je la vois un peu partout. En France, je connais des poètes qui sont hyper exigeants, les gens d'Amérique, qui font les Nick Levin français, les Nour Kadour, qui font d'excellents textes évidemment poétiques. Au Sénégal, je connais évidemment des poètes aussi qui me séduisent par la force de leurs plumes et surtout en Hein? fait les jeunes poètes qui ont beaucoup de potentiel, qui Bon, évoluent comme ça. Ndiaye, de très grands Ah, poètes, voilà, justement. voilà, Sarah Justement. Ndiaye, Mohamed Voilà, Seck, voilà, Patterson, Chombiano, Khalil Diallo, voilà. Elas Diaye. Pour moi, c'est des poètes qui ont tout et qui n'ont rien à envier aux autres.